Bonsoir à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour une demi-heure de l'actualité sur la RTNC. Tout de suite, les grandes lignes. Du carburant entreposé en dehors de normes, les risques d'un incendie dévastateur n'est pas trop loin. La brigade pour la protection de l'environnement a mis la main sur un réseau clandestin de trafic illégal des carburants. Des images à suivre dans un instant dans ce journal. Ici, l'on prévoit les risques d'un incendie, tandis qu'à l'aéroport international d'Ndjili, un charroi automobile a pris feu sur les tarmacs à quelques mètres d'un avion. Plus de peur que de mal, pas de blessés, pas de morts, moins encore des dégâts matériels importants, mais cela relance la question sur la sécurité aéroportuaire. On y revient également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous, des entrepôts clandestins de carburant. On en trouve un peu partout dans la capitale, mais celui-ci est au cœur de Kinshasa, non loin de la place échangeur délimitée, des bidons de 25 litres contenant de carburant entassés les uns sur les autres au mépris des normes. Les drames n'est pas toujours loin. La brigade sur la protection de l'environnement a mis la main sur un réseau clandestin et la vice-ministre des hydrocarbures, Wivini Moleka, est arrivée sur place. C'est un commentaire signé Idi Tchala. Il est des gens qui se moquent éperdument des risques d'incendie malgré les dégâts qui en découlent, alors que la ville de Kinshasa est pleine d'exemples pour les en dissuader. L'enclos de la société Zénith, sur la place échangeur à la 17e rue, est passé de la construction aux hydrocarbures. Des camions-citernes y déversent du carburant que des commerçants remplissent dans des milliers de fûts au mépris de toutes normes, ni de sécurité, ni environnementale. La brigade de la protection de l'environnement et du bien-être social de la ville de Kinshasa, BSPE-BSK, a effectué une descente surprise pour démanteler ce réseau de trafic illicite de carburant. Selon le commandant spécial de cette brigade, Mimi Bikela, l'espace est sous-loué pour ces activités illégales qui contribuent significativement à la pollution de l'environnement et exposent la ville à des incendies de grande ampleur. Une situation qui a attiré l'attention de la vice-ministre des hydrocarbures, Wivini Moleka, qui a fait le déplacement sur place. Oui, en fait, il s'agissait d'abord de constater que un groupe d'individus avait pris place sur une emprise publique avec des produits pétroliers. Donc du coup, ils se transforment en Kadhafi. Ils étaient déjà dans l'illégalité pour les produits pétroliers ici, et deuxièmement sur une emprise publique. Afin de décourager ces pratiques dans la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, qui a frais dans la mémoire les incendies de Debonom et Kassavubu, a instruit la poursuite de ce genre d'opérations sur toute l'étendue de la ville capitale. À première vue, il s'agit d'un véhicule qui a pris feu sur les tarmacs dans l'aéroport international d'Ndjili, suscitant ainsi sur place une grosse frayeur. Les secours sont intervenus directement. Pas de dégâts importants, mais on s'interroge directement sur l'origine de cet incendie qui serait, selon les témoignages recueillis sur place, d'origine accidentelle. Et cela remet en surface la question sur la sécurité aéroportuaire. C'est un récit d'Eric Kabamba. La fumée épaisse était en l'air cet après-midi, pendant plusieurs minutes, à l'aéroport international d'Ndjili. Un tracteur de piste appartenant à la société ATS a pris feu ce mercredi 18 juin sur les tarmacs, seulement à quelques mètres des avions prêts à décoller. L'incendie a été rapidement maîtrisé par la brigade anti-incendie de la régie des voies aériennes et n'a causé aucun dégât majeur. Aucun blessé n'a été signalé, pas d'avion touché, rassure Vicky Lundula, commandant de l'aéroport international d'Ndjili, qui revient aussi sur les circonstances de ces drames. Le tracteur venait pour pousser l'avion de Air Congo, qui était sur ce parking du Grand Centre. Alors, subitement, comme ils ont pris un autre tracteur, lui il traînait, il a pris feu. Et quand il a pris feu, on a appelé le service anti-incendie, qui ont accouru, qui ont intervenu directement. En conséquence, même le pneu n'a pas brûlé, sinon ça serait calciné. Et quand ils ont maîtrisé en un temps record, ça a été fait. Venu en urgence pour s'enquérir de la situation, le directeur général adjoint de la RVA affirme que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la continuité des opérations et garantir la sécurité des usagers. Juste après cet incendie, l'aéroport a continué à fonctionner normalement et aucune perturbation majeure du trafic aérien n'a été observée.
Dans un autre chapitre, l'extension plutôt de la ville de Kinshasa. Des projets innovants naissent presque chaque jour, mais celui-ci va consister à la construction des maisons en bois. Et des investisseurs grecs explorent déjà la commune urbano-rurale de Baluku, qui sera peut-être la Côte d'Azur de demain. Chimène Dondo. Dans le cadre ambitieux du projet d'extension de la ville de Kinshasa, qui est conduit par son coordonnateur principal, Thierry Katemboué, l'intérêt des investisseurs internationaux ne cesse de croître. Le mardi 17 juin 2025, une délégation de promoteurs immobiliers grecs et européens des Renault s'est rendue à Maluku pour une visite technique stratégique. Objectif, découvrir physiquement la zone dite Marina, sélectionnée pour accueillir un projet innovant de maisons touristiques construites en bois, valorisant ainsi l'une des grandes richesses naturelles de la RDC. Cette délégation est composée d'une dizaine de personnes et était conduite par le sénateur Jean Bamanissa, acteur engagé de longue date dans le soutien de projets d'extension. À cette occasion, le sénateur a réaffirmé son implication concrète en facilitant la venue de ces investisseurs. Nous ne déplaçons pas Kinshasa. Nous mettons en place, parce que vous savez, il y a toujours des gens qui viennent, il y a une démographie qui augmente, il y a des investisseurs qui viennent, qui trouvent un autre milieu. Et ceux qui voudront déménager de Kinshasa pour aller de l'autre côté, ils pourront le faire. C'est un document essentiel dans le processus de finalisation du nouveau programme avec les Fonds monétaires internationaux. Le ministre d'État, ministre du Budget, Meboji Sangara, et le ministre des Finances, Doudou Fouamba, ont procédé à la signature d'un mémorandum de politique économique et financière. Sylvie Mouembo et Ibrahim Chako. La signature de ces mémorandums des politiques économiques et financières par le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Liboutaï, et le ministre d'État en charge du budget, Meboji Sangara, n'était pas important dans le processus de finalisation du nouveau programme soutenu par le Fonds monétaire international qui se réunira en conseil d'administration dans 2 semaines. Les autorités ont tenu à examiner les différents repères pour l'évaluation de la 2e revue du programme économique du gouvernement. Et par la même occasion, ils ont finalisé les mémorandums de politique économique et financière et qu'ils ont signé aujourd'hui en vue de sa transmission au Fonds monétaire international, ce qui permettra la tenue du conseil d'administration du Fonds monétaire le 2 juillet. Ils ont demandé aux experts de s'activer très rapidement pour faire le point sur l'état de mise en œuvre de certaines réformes pertinentes où nous devons regarder les étapes restantes jusqu'à la fin du mois parce qu'il y a des mesures ou réformes qui ont échéance fin juin 2025. Par cette signature, le gouvernement de la République entend consolider la stabilité macroéconomique et conforter la crédibilité des institutions financières internationales ainsi que les partenaires internationaux. Atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires, un objectif tributaire des conditions de travail des mobilisateurs de recettes, eh bien la DGRA, du moins, son directeur général, Étienne Otoudi, a remis un lot important de véhicules aux différentes directions. Images et commentaires. C'est dans la cour de la direction urbaine de Kinshasa-Ouest que la haute direction des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, par l'entremise de son directeur général, Étienne Otoudi Lutula, a procédé à la remise des véhicules acquis sur fonds propres dans le respect des textes en matière de passation de marchés publics. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de ses 2 adjoints, Jean Kamouina et Christine Epoulouké, ainsi que l'ensemble des cadres et agents de cette régie financière. Au total, 26 véhicules, dont 9 4x4, 6 minibus de marque IAS, 10 pick-up et une ambulance ont été remis au directeur et à quelques directions provinciales, y compris les centres médicaux de la DGRAD. Selon les patrons de la DGRAD, ces gestes consistent à faciliter la mobilité du personnel en vue d'une mobilisation accrue des recettes non fiscales de l'État. La haute direction de la DGRAD, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a jugé bon de procéder à la distribution de ces véhicules aux directeurs et aux services de la DGRAD. Ce que nous vous recommandons,
c'est de pouvoir utiliser ces véhicules afin de maximiser davantage les recettes non fiscales. Cette action menée par la haute direction de la DGRAD traduit la détermination du gouvernement de la République à travers les ministères des Finances à ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de travail de ces mobilisateurs de recettes non fiscales de l'État. Et des entités émargeant dans les budgets annexes seront visitées par des auditeurs de la Cour des comptes, annonce faite par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga. Il est au micro de Nadine Yangou. Il s'agit du lancement des audits sur la gestion de 7 entités émargeant aux budgets annexes du pouvoir central. Ces entités sont constituées des hôpitaux et des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Pour les hôpitaux, il y a la clinique quinoise, les cliniques universitaires de Kinshasa, le centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mamayemo, et l'hôpital général de référence de Kintambo. Pour ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, nos équipes descendront à l'université de Kinshasa, à l'université pédagogique nationale et à la haute école de commerce de Kinshasa, ex-IEC. La Cour des comptes a programmé l'audit de cette catégorie d'entités compte tenu des problèmes qui se posent dans leur gestion. Nous apprenons, par exemple, des mouvements de grève à répétition dans les hôpitaux publics, des années académiques élastiques suite aux grèves des enseignants, des revendications du personnel médical et paramédical, des soulèvements des étudiants, des mauvaises conditions de travail dans nos hôpitaux, des soins médicaux de qualité très discutable, etc. La Cour des comptes va donc s'intéresser à la mobilisation des recettes par ces entités et à la manière dont les recettes ainsi mobilisées par elles sont utilisées. C'est dans quelques jours, Osaka sera au centre du monde agricole à l'échelle internationale. Des produits agricoles made in DRC seront exposés dans les stands de l'Expo Osaka 2025 au Japon et au ministère du Commerce extérieur. L'heure est au dernier réglage. C'est un commentaire d'Éric Kabamba. La République démocratique du Congo est déjà prête pour présenter et exposer ses produits et potentiels à partir du 23 juin prochain au Japon lors de l'Expo Osaka 2025. Autour du ministre du Commerce extérieur Juliette Paluku Kaongia, la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et quelques experts du ministère pour les tout derniers réglages. Lors de ces derniers virages, les ministres et ses hôtes ont mis en place toutes les stratégies concrètes et réalistes pour mieux vendre l'image du Congo au cours de cette semaine consacrée essentiellement à la RDC. Le 27 juin sera consacré à la journée touristique et culturelle, le 28 juin pour le Forum d'affaires RDC-Japon et le 30 juin pour la commémoration de l'indépendance de la RDC. Au cours de cette réunion, tout est suivi dans le moindre détail pour la réussite de cette exposition, ont-ils rassuré. Il était utile de rencontrer son Excellence, Monsieur le Ministre, pour peaufiner les différents aspects en termes de participation à ces assises, que ce soit d'un point de vue logistique. Juste après, le patron du commerce extérieur s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni auprès des Nations Unies, à l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales à Genève en Suisse. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de l'appui du Royaume-Uni dans le projet de modernisation des postes frontaliers à arrêt unique et aussi de l'exposition des produits congolais vers le Royaume-Uni sans paiement des droits de douane pour accroître le volume des échanges commerciaux entre Kinshasa et Londres. Y penser, c'est un peu difficile, mais
Pas impossible, l'inclusion financière des déplacés améliore la prise en charge de ces derniers. Eh bien, les fonds pour l'inclusion financière annoncent la tenue prochaine dans les 48 heures qui suivent d'une table ronde à ce sujet pour évoquer évidemment les modalités pratiques. Marie-Louise Mbella. L'intégration économique des réfugiés, déplacés internes et leurs familles d'accueil, victimes de la guerre d'agression rwandaise, passe indubitablement par l'inclusion financière pour participer activement à la vie économique et sociale du pays. Bientôt, ces communautés vulnérables vont participer aux services financiers, ce qui va leur permettre d'entreprendre ou de développer les activités génératrices de revenus. Initiative salutaire du FPMSA. Pour sa matérialisation, le FPMSA, qui milite pour l'inclusion financière en RDC, a initié une table ronde qui se tiendra le 20 juin 2025 à Kinshasa. Le DG Patrick Congo a expliqué le contour de ces assises de grande portée sociale devant la presse. À fin mai 2025, les HCR recensaient plus de 500 000 réfugiés et plus de 7 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo. Ces hommes, femmes, ne sont pas passifs. Ce qui leur manque, un compte bancaire, un crédit, une assurance, un moyen de paiement sécurisé. FPM organise une table ronde ce vendredi 20 juin 2025 de 9h30 à 14h au Fleuve Congo Hotel. Cet événement rassemblera les autorités gouvernementales, les institutions financières, les organisations humanitaires et autres acteurs clés. L'objectif est clair, définir une feuille de route nationale pour améliorer l'accès au financement des réfugiés, des déplacés internes et des communautés d'accueil. Cette table ronde vise notamment à favoriser un dialogue constructif et à poser les bases d'une approche coordonnée pour améliorer l'accès au financement des réfugiés, déplacés internes et communautés d'accueil, tout en identifiant des solutions adaptées et durables. Et le vice-premier ministre, ministre de la Défense, est arrivé dans la province de la Mongala. Guy Kabombo Mwadianvita a appelé les jeunes à rejoindre le rang de l'armée. Sandra Nyangui et Jiresto Fundier. Reconstruire et redynamiser les FRDC, cette vision claire et chère au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est suivie à la lettre par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui est arrivé dans la ville de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Maître Guy Kabombo Mwadianvita a tout de suite présidé un comité provincial de sécurité en présence des différentes autorités locales. Question de s'enquérir des réalités actuelles du terrain afin de proposer des réponses plus adaptées. Il s'est rendu par la suite au centre pénitentiaire militaire de Angenga où il a échangé avec les militaires commis à la sécurisation de cet établissement pénitentiaire. Il s'est également imprégné des conditions d'incarcération des détenus et les différentes difficultés relatives à la gestion de ce centre pénitentiaire censé être hautement sécurisé. Le projet de réhabilitation et de l'élargissement de sa capacité d'accueil traînant les pas, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a réuni Manu Militari, les ingénieurs et l'entreprise commis à l'exécution de ces travaux et a donné des directives claires pour une mise en œuvre dans un délai imparti. Poursuivant son programme d'itinérance, il s'est envolé de nouveau à destination de Guémena, chef-lieu de la province de Soudou-Bangui. Regroupées en association, les épouses des militaires et policiers s'élancent dans l'entrepreneuriat. Elles ont reçu l'accompagnement de l'ANADEC. Mireille Ndeke. Les femmes épouses militaires et policiers réunies au sein de l'Association de femmes entrepreneurs pour le développement durable du Congo s'engagent à contribuer tant soit peu à la survie de ménages et au développement économique du pays. D'où la tenue de cette journée porte ouverte organisée au camp Mabaya dans la commune de Ngalema pour présenter leurs produits au profit de la population. L'invité du jour, c'est le DGAI de l'ANADEC, Mathieu Mouboyaï, venu encourager ces femmes épouses militaires et policiers. Visite saluée par l'AFEDEC qui a saisi l'occasion de solliciter un accompagnement du gouvernement congolais. Le grand problème qui nous dérange est le financement. Le produit que vous allez voir a été fabriqué par le faible moyen de la FEDEC, mais nous avons la force d'en produire en grande quantité. La réponse n'a pas tardé. Nous avons des projets comme le développement des cuisines communautaires
qui cadre bien avec ce que font les mamans militaires. L'ANADEC peut faire des choses avec ces mamans pour leur donner les cadres nécessaires pour la fabrication des produits ici, que j'ai vu dans des conditions très déplorables. La cérémonie a été sanctionnée par la remise de fiches d'adhésion aux nouveaux membres. Contrôler son taux de glycémie, un exercice au quotidien pour les diabétiques, mais il faut avoir avec soi des kits de contrôle. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a procédé à la distribution de ces kits de surveillance. Robert Ndaye. La lutte contre le diabète en République démocratique du Congo est devenue une priorité pour le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba. Avec l'augmentation alarmante des cas, des initiatives sont mises en place pour sensibiliser la population et fournir des ressources essentielles. Le patron de la santé publique est en première ligne pour superviser la vaste campagne de distribution des kits glycémiques, des soins répartis dans 35 zones de santé. À travers le programme national de lutte contre le diabète, 182 établissements ont été dotés de matériels médicaux essentiels dans le cadre de la couverture santé universelle, une priorité quinquennale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs milliers de kits glycémiques ont été distribués grâce à l'implication personnelle du ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, porteur de plusieurs réformes à la tête de ce ministère. Les premiers qui ont été achetés par le gouvernement de la République pour pouvoir au moins atteindre 300 000 diabétiques sur nos millions de diabétiques pour qu'on puisse avoir la surveillance du diabète. Chaque kit contient un lecteur glycémique accompagné de 50 bandelettes permettant un suivi quotidien du taux des sucres dans le sang. Nous avons réceptionné ces kits qui sont destinés aux patients diabétiques. Nous leur demandons d'utiliser ça en bon père de famille parce que c'est un appareil de très grande qualité et qui va être utilisé jusqu'en 2028. Des patients remercient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ces dons. En fournissant les outils nécessaires, le ministre de la Santé est déterminé à améliorer la qualité de vie de personnes vivant avec le diabète. Et le dialogue social à la Société nationale d'assurance SONAS, une session mixte, a réuni d'un côté employeurs et de l'autre le banc syndical. Monique Mavungu nous en dit un peu plus. Cette session exceptionnelle vise à renforcer le dialogue social entre la direction générale de la Société nationale d'assurance et les représentants des travailleurs. Elle s'inscrit dans une dynamique de concertation pour garantir la stabilité et la bonne gouvernance au sein de l'entreprise. Parmi les points phares à l'ordre du jour figure la révision de la convention collective ainsi que l'examen de la problématique de l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC en vue de se conformer dans la mesure possible aux dispositions réglementaires en vigueur. Durant ces 5 jours de travaux, les parties réunies vont débattre de divers sujets d'intérêt commun, notamment les conditions de travail, les avantages sociaux, les mécanismes de motivation du personnel et les réformes structurelles. Le directeur général de la SONAS, Maître Clément Désiré Kabongo Moba, a salué l'engagement des partenaires sociaux et réaffirmé sa volonté d'instaurer une gouvernance inclusive et participative. Cet environnement de paix dans lequel évolue actuellement notre société, qui convient d'être préservé afin de permettre à la SONAS SA d'affirmer sa position réellement centrale et de leader sur le marché libéralisé des assurances en RDC. Le banc syndical, de son côté, a exprimé son optimisme quant aux retombées positives de ces assises pour les travailleurs et pour l'entreprise dans son ensemble. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président du conseil d'administration, Jean-Robert Koumamboueni, du directeur général adjoint, Daniel Moussangou, ainsi que des administrateurs permanents. Et cette information, l'Église chrétienne biblique ECB a un nouvel évêque, Jérôme Guieni El Abraham, c'est lui, le représentant légal. Et juste après la première cérémonie religieuse, la deuxième a consisté à l'ordination d'une révérende et d'un révérend, Pati Tondouangou, Papi Mbongo et Jean-Pierre Moaï. C'est officiel. Le bishop Jérôme Guieni El Abraham, représentant légal de l'Église chrétienne biblique, Église qui marche en étroite collaboration avec les ministères chrétiens du combat spirituel, vient d'allonger la liste des évêques de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'un culte concélébré par les bishops Abraham Tubundu du Nigeria, apôtre Jean-Claude Kaimbe
de la Côte d'Ivoire et l'apôtre Edra du Togo. Parmi les temps forts de cette cérémonie d'ordination, l'interrogatoire pour l'engagement du nouvel élu. Après cet engagement, l'officiant du jour, le bishop Abraham Kibundu, a revêtu les nouveaux évêques des habits sacerdotaux avant de lui remettre des insignes. Bien avant, pour ses 20 ans de loyauté et fidélité à la vision du couple Olangi d'heureuse mémoire du ministère chrétien du combat spirituel, un diplôme de mérite a été décerné au bishop Jérôme Guieni par les bergers sentinelles du ministère chrétien du combat spirituel, Alain Olangi. Au cours de cette même cérémonie, le nouvel évêque de la République démocratique du Congo a ordonné pasteur la révérende Siona Kwanzambi Élisée, son épouse, qui a toujours servi Dieu à ses côtés. Par ailleurs, dans le souci de promouvoir la jeunesse dans l'œuvre de Dieu, Ben Moïse Mouenge a été également ordonné pasteur. La deuxième journée, jour de célébration du 20e anniversaire de l'Église chrétienne biblique ECB, un culte d'action de grâce a été célébré par l'apôtre Edra du Togo, au cours duquel la gloire de Dieu s'est manifestée par des délivrances et guérisons miracles. Et la paix sociale à l'Office congolais des contrôles, le sujet est déjà sur la table du ministre de Commerce extérieur. Les banques syndicales de cette entreprise du portefeuille de l'État a déposé un rapport auprès de l'autorité de tutelle. Suivez. Le climat malsain qui a failli perturber le fonctionnement des services à l'OCC appartient au passé. Après la rencontre avec le ministre des tutelles, le bas syndical est sorti satisfait. Ainsi, il invite le personnel au calme dans une ambiance conviviale. Nous avions produit un travail que le ministre avait qualifié d'un travail exceptionnel et qu'il avait donné à plus de 4000 agents de l'OCC, les grades, ceux qui remplissaient les critères selon la convention collective. À notre grande surprise, les grades n'ont pas été notifiés aux agents tels que c'était sorti dans la commission. Et donc, ça a donné un climat malsain à l'office. Les agents se sont révoltés sérieusement. Ils ont même failli arrêter le travail. Par rapport à cette situation, le ministre a reconvoqué la commission pour que nous puissions venir corriger ce qui n'a pas été bien fait. Et cette fois-ci, nous pensons que c'est la meilleure et que tous les agents en droit de recevoir les grades les auront cette fois-ci une fois pour toutes. Nous espérons qu'à l'issue de cette évaluation, le rapport de la commission mixte sera appliqué dans sa globalité. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour déposer nos desiderata conformément à la lettre du président de la commission qui nous a demandé de mettre tout par écrit et déposer pour qu'une séance plénière soit convoquée à partir du 20. Nous appelons à l'apaisement tous les agents de l'office pour que le travail puisse continuer sereinement. Et nous pensons qu'une solution durable sera trouvée parce que nous sommes ici chez nous à la tutelle. Et voilà qui met un terme à ce journal de 20h du 18 juin 2025, coordonné par Patti Tondouangou, réalisé par Patrick Kachala au mixage vidéo André Njeka, rédigé par Nana Mozazebo. Merci de l'avoir suivi. Clin d'œil spécial à nos téléspectateurs de la ville de Bukavu dans le sud Kivu. 23h, Gaëtan Magalano, 7h, Érudis. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir chez vous.